Deux suspects viennent d'être interpellés après le cambriolage du Louvre. Une semaine après le cas spectaculaire au musée du Louvre, deux hommes soupçonnés d'avoir participé au vol ont été interpellés ce samedi, dont l'un à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger. Le deuxième a été arrêté peu après en région parisienne. Ils ont été tous les deux placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Il serait membre d'un commando de 4 personnes. Le vol, qui n'a duré que 7 à 8 minutes, avait permis de dérober 8 bijoux de la couronne d'une valeur estimée à 88 millions d'euros. Des colliers historiques ornés de diamants, saphirs et émeraudes, et à ce jour, aucun des bijoux volés n'a encore été retrouvé. Le risque, c'est qu'ils soient démontés ou fondus pour être revendus. Suite au vol, la sécurité du Louvre est au cœur des débats. La présidente du musée a reconnu que leurs équipes n'avaient pas suffisamment repéré à l'avance l'arrivée des voleurs. Bref, l'enquête avance. Sur les lieux, plus de 150 traces ADN empreintes ont été relevées sur casques, gants, outils et objets abandonnés par les cambrioleurs. Les investigations sont en cours pour déterminer d'éventuels complices. Depuis quelques jours, on voit partout, même dans certains médias traditionnels qui affolent la toile, que dès le 1er janvier 2026, tous les dons en argent, peu importe le montant, devraient être déclarés sur le site des impôts. Je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune nouvelle règle fiscale, rien ne change sur le fond. Le seul changement est issu du décret du 17 novembre 2025 qui dit que c'est la fin du formulaire papier pour la déclaration et que ça passe en dématérialisé, tout simplement. Les règles fiscales restent exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Vous devez déclarer uniquement ce qui devait déjà l'être, les dons importants, exceptionnels ou disproportionnés par rapport au patrimoine et aux revenus du donateur. Tout ce qui relève des cadeaux d'usage reste exonéré et non déclarable. Par exemple, cadeaux d'anniversaire, de mariage, de naissance, diplôme, Noël, etc. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, cette somme, cette donation doit rester proportionnelle aux revenus et au patrimoine du donateur. Sinon, le fisc peut requalifier ça en donation déguisée. Et le site du service public le précise très bien, vous n'avez rien à déclarer si la somme offerte est raisonnable et proportionnée aux revenus et au patrimoine de celui qui l'offre. Donc si demain tu donnes 5 euros à ton fils pour aller à la boulangerie, évidemment tu ne vas pas le déclarer. Par contre, si vous recevez un chèque de 15 000 euros sans occasion particulière, là il faudra déclarer. Et c'est le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent, qui devra déclarer. Évidemment, la notion de somme raisonnable reste à l'appréciation des services fiscaux en fonction du patrimoine et des revenus du donateur, celui qui donne l'argent. Aussi, un don déclaré ne signifie pas qu'il sera imposé. La déclaration sert simplement à l'administration fiscale de l'enregistrer, de suivre les abattements. Par exemple, vous savez qu'un parent peut donner jusqu'à 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans sans payer de droits de donation. Donc ce type de déclaration sert notamment à éviter les litiges lors de la succession. Pour finir, comme je vous l'ai dit précédemment, rien ne change sur le fond, mis à part la procédure de déclaration et de paiement qui devient dématérialisée à partir du 1er janvier 2026. Et encore, l'article 3 du décret nous précise que les usagers sans accès à Internet peuvent continuer à déclarer par papier ou via un centre des finances publiques. Qu'est-ce que vous ferez sans moi, les amis? Attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Masdac. Blocage, chariot gratuit, sabotage de radar, péage ouvert. Le 10 septembre approche à grands pas et inquiète les autorités. Voici tout ce qui attend la France ce jour-là. Selon une note des renseignements territoriaux, la mobilisation du 10 septembre vise à paralyser le pays en touchant plusieurs secteurs stratégiques, comme le transport, l'énergie, la logistique et certaines infrastructures sensibles. Voici quelques actions prévues. Blocage d'axes routiers et autoroutes, voies ferroviaires et gares occupées, aéroports, des rassemblements pourraient gêner l'accès aux terminaux et perturber certains vols. Certains sites de dépôt de carburant et raffineries pourraient être ciblés. Des plateformes logistiques comme Amazon pourraient être bloquées, ce qui pourrait ralentir le commerce et perturber les livraisons. Chariots gratuits, certains veulent remplir des chariots dans les supermarchés sans passer en caisse. Opération de péage gratuit, occupation de ronds-points et centres commerciaux, sabotage de radars automatiques et distributeurs de billets. La note des renseignements révèle que l'organisation est horizontale. Il n'y a pas de leader unique, pas de plan centralisé, ce qui complique la tâche. Le nombre de participants et l'ampleur réelle des actions semblent incertains, ce qui rend le mouvement difficile à anticiper. Bref, on suit ça de très près, abonne-toi pour ne rien rater. C'est la première femme en France condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Dabia Benkired, 27 ans, a été reconnue coupable du meurtre et des sévices infligés à Lola, 12 ans, en octobre 2022 à Paris. Le verdict vient de tomber, c'est la peine la plus lourde prévue par le Code pénal dans son article 221-4
Une peine rarissime, empêchant tout aménagement de peine. Le président de la Cour a qualifié le crime de véritable supplice. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible, également appelée perpétuité réelle, signifie que la condamnée doit purger au moins 30 ans de détention sans possibilité d'aménagement de peine. Après cette période, un processus exceptionnel d'évaluation par un collège d'experts médicaux et une commission de magistrats peut être engagé pour envisager une éventuelle libération, mais celle-ci reste extrêmement rare. Depuis sa création en 1994, cette peine a été rarement appliquée, seulement aux auteurs de crimes d'une gravité exceptionnelle comme Michel Fourniret, Pierre Baudin, ou plus récemment avec Salah Abdeslam ou encore Brahim Aouissaoui. Et dans le cas de Dabia Benkired, c'est historique puisque c'est la première femme en France à écoper d'une réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Enfin, la famille de Lola, très émue, a exprimé son soulagement face au verdict, même si cela ne peut effacer la douleur de la perte de leur enfant. Est-ce que vous savez que l'ancien président de Madagascar, Andry Rajoelina, vient d'être officiellement déchu de sa nationalité malgache? Et la raison est incroyable. En fait, un décret signé par le premier ministre malgache vient d'acter la perte de sa nationalité. La raison, l'ancien président de Madagascar avait volontairement obtenu la nationalité française en 2014. Et la loi malgache est claire, lorsqu'un citoyen obtient volontairement une autre nationalité, il perd automatiquement sa nationalité d'origine. Nouveau coup dur pour le président qui, rappelons-le, a été renversé il y a une dizaine de jours après des semaines de manifestations à Madagascar. Et cette déchéance n'est pas qu'un symbole puisqu'elle l'empêche de se présenter à toute élection à Madagascar et met fin à son avenir politique dans le pays. Beaucoup se demandent est-ce qu'il peut récupérer sa nationalité? La réponse est oui, mais ça serait extrêmement compliqué. En effet, il peut contester devant la justice, mais pour cela, il devrait reconnaître l'autorité du gouvernement qui l'a destitué et prouver l'erreur juridique alors que la loi est très claire. Autant dire que ses chances sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, il se retrouve sans nationalité malgache et s'il tente d'influencer la politique, ce serait considéré comme une ingérence étrangère. Actuellement, l'ancien président est en exil et n'a pas réagi à la perte de sa nationalité malgache. Faites attention avec ces fortes chaleurs, ne laissez jamais un animal enfermé dans une voiture, même 10 minutes peuvent lui coûter la vie. Guette ça. Attends, t'entends ça? Ouais, c'est un chien qui aboie, pourquoi? Oui, mais pas n'importe comment, écoute. C'est un chien qui aboie de détresse. Il a soif. Ouais, c'est vrai, regarde derrière toi, la voiture noire, il y a un chien enfermé en plein soleil. Ah ouais. Viens, on pète la vitre. Attends. D'abord, on vérifie si le propriétaire n'est pas dans le coin. Je fais une alerte à l'accueil du supermarché. Tu restes là, d'accord? Ok, vas-y. Quelques instants plus tard. Bon, visiblement, il y a personne. On va devoir intervenir. T'es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti, on brise la vitre. Attends. On peut pas briser la vitre comme ça, il faut des témoins. Sinon, ça va se retourner contre nous. J'appelle la police. Pourquoi t'as besoin de l'accord de la police? Parce que, même si effectivement l'article 122-7 du code pénal dit qu'on n'est pas pénalement responsable si on agit pour sauver une vie, mais on peut quand même être poursuivi par le propriétaire pour dégradation. Et là, on risque jusqu'à 3 750 € d'amende et 2 ans de prison. Donc, on fait ça proprement. Ok? Commissariat de police, bonjour. Oui, allô, bonjour. J'appelle parce que je suis actuellement au parking du supermarché et il y a un chien enfermé dans une voiture vitre fermée, plein soleil, et il est clairement en détresse. Si le chien est en danger et que vous n'avez aucune trace du propriétaire, vous pouvez lui porter secours en brisant la vitre en dernier recours. Prenez des photos et des vidéos de la scène. Vous avez le feu vert. Parfait, on a le feu vert, on peut y aller. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, au revoir. C'est bon, on a le feu vert, l'accord de la police, et tu peux filmer aussi. C'est parti, tu le fais ou je le fais? Vas-y, fais-le, je suis en train de filmer la scène. À 3, ok? 1, 2... Et voilà le petit chien qu'il est beau. On vient de sauver un chien, mon ami. Donne-moi la bouteille d'eau. Oh, magnifique. Tiens. On va le faire boire. Et voilà. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Marsdac. À partir du 1er juillet 2025, la Sécurité sociale n'acceptera plus les anciens formulaires papier d'arrêt de travail. Vous devez utiliser obligatoirement le nouveau formulaire CERFA sécurisé. Si vous envoyez l'ancien, il sera automatiquement rejeté par la CPAM et vous ne serez pas payé. Bon, alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah honnêtement, docteur, j'ai encore beaucoup de mal à me lever, toujours épuisé, même après une nuit complète. D'accord, je vous prolonge l'arrêt de travail du 1er au 21 juillet et vous revenez me voir si ça ne va toujours pas. D'accord? Merci, docteur. Tenez, comme d'habitude, le volet 1 et 2 sont à envoyer à la Sécurité sociale et le volet 3 à votre employeur. Tenez. Merci, mais vous ne pouvez pas faire directement la télétransmission à la Sécurité sociale. Ça m'éviterait de faire les démarches, aller à la Sécu. C'est assez pénible. J'ai essayé, mais leur site ne fonctionne pas très bien, je suis désolé. Bah tant pis alors, pas de souci. Attendez, mais c'est l'ancien formulaire, ça, docteur?
Comment ça? À partir du 1er juillet 2025, la Sécurité sociale n'acceptera plus les anciens formulaires papier d'arrêt de travail. Vous devez utiliser obligatoirement le nouveau formulaire CERFA sécurisé. Si vous envoyez l'ancien, il sera automatiquement rejeté par la CPAM et vous ne serez pas payé. Je ne savais pas, mais qu'est-ce qui change exactement? Le nouveau formulaire a 7 points de sécurité pour éviter les fraudes. D'accord. Il est imprimé sur un papier spécial avec de l'encre magnétique, une étiquette holographique, les traits d'identification du prescripteur et d'autres dispositifs que la Sécu ne dévoile pas. D'accord, donc l'idée c'est d'éviter les fraudes à l'arrêt de travail. Exactement, et depuis le 1er juillet 2025, seul ce nouveau formulaire physique sera accepté pour les arrêts de travail papier. Les anciens formulaires, scans et photocopies seront automatiquement rejetés et considérés comme faux. Comment se procurer ce nouveau formulaire? Moi j'ai rien dans mon cabinet ici, j'ai à peine la clim. Les professionnels de santé peuvent commander ce formulaire directement sur la plateforme Amélie Pro. Amélie Pro? D'accord, c'est donc ce nouveau formulaire. Je savais pas, je vous l'imprime et je refais l'arrêt de travail. Mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à ma stack.